Prague, 1964. Nikita Khrouchtchev rend visite à Antonín Novotný, le fidèle et loyal dirigeant communiste de la Tchécoslovaquie. Khrouchtchev vante le système soviétique, le qualifiant de dynamique et sain. Les communistes sont frères, membres d'une même famille. Ils partagent les ressources, rient des mêmes blagues. Mais à peine 4 ans plus tard, l'Union soviétique retourne à Prague avec ses chars d'assaut. Khrouchtchev déborde de confiance. Il déteste les formalités, il est impulsif, il aime bien s'amuser. Il veut que l'Union soviétique connaisse le bonheur en plus de la gloire. Il croyait que le socialisme devait être débarrassé des reliquats du gouvernement de Staline et de la bureaucratie. Il fallait le rendre plus démocratique. Il fallait ouvrir les portes, mais graduellement, petit à petit, parce que pour lui, le socialisme était le paradis sur Terre. En signe de confiance, Khrouchtchev accueille une exposition américaine à Moscou en 1959. Pour la première fois, les Russes peuvent toucher aux rêves américains et y goûter. Mais Khrouchtchev sait que l'Union soviétique dépasse les États-Unis dans la course pour l'espace. Pour Khrouchtchev, c'est la preuve que le communisme ne représente pas seulement le pouvoir, mais aussi le progrès technique. La première génération de cosmonautes soviétiques, Gagarine, Titov et la première femme dans l'espace, Valentina Tereshkova, deviennent aussitôt des héros nationaux. Ils personnifient la vision de Khrouchtchev, une Union soviétique moderne, vigoureuse, qui va guider le monde vers l'avenir. Les ressources naturelles de l'Union soviétique semblent illimitées. Khrouchtchev croit que le peuple soviétique va travailler encore plus fort s'il se libère de la peur et de la pauvreté. Коммунисты живут не хуже, а лучше многих стран. А в будущем мы будем жить так, как ни одна страна не живет. Это я вам говорю. Mais la guerre froide pousse le pays à se réarmer et l'industrie lourde demeure prioritaire, spécialement dans le secteur en expansion de la défense. Il disait « Allez, allez, dépêchez-vous !» Mais parfois, cela nous irritait, parce que nous savions que même sans leurs ordres, nous devions nous dépêcher. Nous savions que les bombes et les missiles pouvaient nous atteindre et que nous devions donc nous défendre. Nous n'avions pas le sentiment d'être à armes égales avec l'Ouest, ni que nous pouvions conclure un accord. La guerre froide maintient aussi d'immenses forces armées sur le terrain. Khrouchtchev tente de les réduire, mais les généraux ne veulent pas. C'était très prestigieux de s'engager dans l'armée.
D'abord parce que l'on gagnait plus d'argent. Quand j'ai eu mon diplôme, je gagnais 240 roubles et un ingénieur gagnait seulement 120 roubles. En outre, j'ai reçu 5 uniformes et ça comptait. Et dans l'armée, on avait un appartement. Des villes comme Sverdlovsk, à 1500 km à l'est de Moscou, sont dominées par de gigantesques usines d'armement. La production doit atteindre ou dépasser les cibles établies par les planificateurs de Moscou. La propagande patriotique force les ouvriers à produire davantage et plus vite. Khrouchtchev et le parti comptent encore sur la propagande et le patriotisme pour faire marcher l'économie. La population nous a pardonné bien des choses à cause de la guerre froide. L'Ouest ne nous a pas seulement nui, il nous a aussi aidés. Parce qu'en nous effrayant, il a joué en notre faveur. On pouvait dire aux gens, attachez vos ceintures, soyez patients, la vie meilleure devra attendre, attendez-vous au pire. Et nous avons exploité cela. Nous avions un pays tellement immense, avec de grandes ressources. Tous les gens travaillaient. Alors pourquoi étions-nous si mal vêtus, portant ce qu'on pouvait trouver? Et pourquoi mangions-nous ce qu'il y avait et non pas ce que nous voulions? L'explication était simple. L'oncle Sam et les impérialistes fabriquent une bombe atomique. Nous devions donc en fabriquer 2 afin de les effrayer. S'ils fabriquent 2 bombes, nous devions en produire 4. Les films du gouvernement célèbrent la progression du communisme. Mais la plupart des Soviétiques vivent encore dans la misère et l'entassement. C'était surtout des habitations collectives. Dans un appartement, il y avait 2, 3, parfois 4 pièces. Et chaque pièce était habitée par une famille au complet. Pouvez-vous imaginer toute une famille dans une pièce? Il n'y avait qu'une cuisine et une seule toilette. C'était une vie horrible. Khrouchtchev a hâte de voir les Soviétiques vivre aussi bien, même mieux que les Américains. Il essaie de détourner les plans économiques vers l'industrie légère et les biens de consommation. Mais l'establishment soviétique, immuable, résiste au changement. Il comprenait que la politique touche le peuple. La base de sa politique était d'améliorer la vie des gens. Il savait qu'il devait se comporter différemment avec le monde extérieur, que des changements étaient nécessaires. Il le comprenait comme un homme qui a beaucoup de bon sens, le bon sens paysan. Il avait un instinct très sûr et il le suivait. Mais les politiciens chevronnés et les diplomates de cette époque étaient horrifiés. Ils disaient « Mais qu'est-ce qu'il fait ?» Pour résoudre la pénurie de logements, la préfabrication semble la solution. Dans les années 60, on construit des appartements en périphérie de toutes les villes soviétiques. Des millions de Russes ont ainsi accès à une nouvelle vie. Les conditions de vie s'améliorent, mais il y a encore une pénurie de marchandises dans les magasins. Nous avons connu des périodes difficiles. Je ne peux pas dire que c'était l'opulence. Nous devions faire la queue pour une miche de pain. Des produits comme les céréales, les pâtes alimentaires et le pain étaient tous rationnés. Pour résoudre la pénurie alimentaire, Khrouchtchev s'empresse de mettre en œuvre des réformes agricoles.
Il lance la campagne des terres vierges, ce qui implique de labourer les prairies naturelles de l'Asie centrale et d'y semer du blé. Khrouchtchev annonce qu'il va dépasser la production américaine de viande, de lait et de céréales. Les volontaires affluent sur les terres vierges, animés du vieux zèle communiste. Les terres vierges et Khrouchtchev sont indissociables. C'était un être si enjoué, enthousiaste. Il a réveillé tout le pays. Il inspirait le peuple. C'était passionnant et romantique. Même si cela semble naïf aujourd'hui, ça a été une époque merveilleuse. Mais il n'y a pas assez d'engrais, de wagons et de silos à grains. La majeure partie des récoltes est perdue. Il était difficile de se procurer de la viande dans notre ville. Il fallait donc aller à Moscou. On avait des sacs à dos énormes et on prenait l'autocar. 120 km jusqu'à Moscou. On allait au magasin à rayons au centre de la Place Rouge et on faisait des courses toute la journée. On achetait des saucisses, des biscuits, tous les mets fins. On tenait nos sacs ouverts pendant que nos mères faisaient les achats. Puis on reprenait l'autocar. C'était une vraie fête. Moscou avait le gros de l'approvisionnement. Les provinces manquaient de saucisses et de viande. Les gens veulent davantage de la vie et ils trouvent des façons de se le procurer. Les Russes qui travaillent dans l'industrie de la défense ont des privilèges. Les films d'amateurs enregistrent un changement de comportement. Le pique-nique de l'entreprise. Les stations balnéaires sont dirigées par le parti et les syndicats. Des millions de familles prennent des vacances gratuites. Les films officiels montrent au monde une nouvelle image de l'homme et de la femme soviétique moderne. On y sent l'attrait pour la vie à l'occidentale. La mode est entrée dans notre pays. À la fin des années 50 et au début des années 60, on modifiait nos pantalons pour les rendre étroits, en tuyaux de poêle. On ne pouvait les enfiler ou les enlever qu'en s'enduisant les jambes de savon. On était sévèrement punis lorsqu'on les mettait. Je crois que la guerre des pantalons a eu une grande importance. Les gens se sont soudain permis des choses qu'ils n'avaient pas faites durant toutes ces décennies du pouvoir soviétique. Les jeunes qui faisaient cela se faisaient arrêter. Il y avait des gardes de patrouille spéciales reconnaissables à leur brassard rouge. Lorsqu'ils apercevaient quelqu'un vêtu à la mode anglaise et non soviétique, ils le sortaient de la foule et l'emmenaient au poste de la milice. On coupait son pantalon et on lui coupait les cheveux, puis on le ramenait chez lui. C'est ainsi qu'ils combattaient la mode occidentale. Mais la musique et les danses nouvelles s'infiltrent quand même. On danse le twist en jetant un coup d'œil par-dessus l'épaule. Les nouvelles radios portables captent parfois des émissions interdites en provenance de pays étrangers. La société tentait de s'extirper des pierres du totalitarisme. On ne pouvait se procurer aucun disque ici. Et il était presque impossible de les enregistrer parce que les ondes radio étaient brouillées. Mais je ne sais trop comment. Il en passait quelques-uns en contrebande. On en gravait des copies sur des plaques pour rayons X que l'on vendait illégalement. On faisait jouer de la musique sur les os des membres de sa famille.
On traversait toute la ville et on payait un prix fou pour les avoir. Chaque disque valait 1 rouble, ce qui était énorme à l'époque. Je me privais de repas à l'école pendant 1 semaine, 2 semaines. On était plusieurs à économiser ainsi et on allait ensemble chercher un disque. On revenait, on le faisait jouer et on écoutait du rock and roll, du Elvis Presley. C'était vraiment formidable. Mais la plupart des Russes ordinaires ne reçoivent que ce qui est autorisé par l'État. On s'assurait que les gens ne se procurent que ce dont on croyait qu'ils avaient besoin et qu'on jugeait avantageux et nécessaire pour notre État, notre système et les politiques de notre parti qui jouaient le rôle principal dans notre société. Il s'ingérait dans tous les domaines de notre vie. Si un homme se conduisait mal dans sa famille, s'il buvait ou s'il avait une autre femme, alors sa femme en informait le parti ou le komsomol et il était convoqué à une réunion du parti. Les jeunes cherchent à établir leurs propres règles. La famille russe conservatrice perd le contrôle de ses enfants. Le mouvement de la jeunesse communiste tente en vain de préserver la moralité traditionnelle. Pour nous, les relations sexuelles avant le mariage étaient mal vues. La première nuit était normalement après les noces. Bien sûr, il y avait des jeunes gens qui ne tenaient pas compte de ça. Ils agissaient librement. Mais ils étaient convoqués devant le comité du komsomol où ils devaient s'expliquer. Nous tentions de résoudre leurs conflits émotifs et de les ramener dans la bonne voie. Les écrivains et les artistes deviennent plus audacieux et défient la censure. Les jeunes se réunissent pour écouter des voix nouvelles qui leur parlent du cœur. Je suis devenu populaire à l'échelle nationale, non comme un poète politique, mais en tant que poète de l'amour, parce que pendant de très nombreuses années de la guerre froide, après 1945, certains poètes parlaient d'amour sans utiliser le mot « je ». Ils utilisaient « nous ». Nous aimons. Je t'aime comme j'aime mon pays, par exemple. Voilà une citation typique de la poésie hypocrite de cette époque. Et même les poèmes non politiques sur la solitude, par exemple. Le premier de mes poèmes a été compris comme un poème anti-soviétique. Parce que, en tant que soviétique, comment est-ce que je peux me sentir seul alors que je fais partie d'une collectivité si immense? Ou comme 2 millions de mes amis qui défendent les idéaux du communisme, quelque chose comme ça. Je me souviens de ces articles hypocrites. Le KGB ne s'en prenait pas directement aux artistes et aux écrivains. Mais si certains faits attiraient l'attention du KGB, et s'ils découvraient un contenu anti-soviétique ou quelque chose qui contredise notre idéologie ou nos politiques, le KGB pouvait alors intervenir afin de découvrir qui l'avait écrit, pourquoi et quels étaient ses motifs. Le parti exerce son contrôle partout. En 1962,
Les partisans de la ligne dure persuadent Khrouchtchev de visiter une exposition d'art moderne. Ils espèrent qu'il sera choqué et qu'il resserrera davantage la censure la plus stricte. Il a demandé « Il y a des toiles inachevées ?» Ils ont répondu « Non ». « Mais pourquoi n'ont-ils pas de visages humains ou des paysages de notre mère patrie ?» a-t-il demandé. Ils lui ont répondu « Parce qu'ils détestent les visages de nos ouvriers soviétiques, les mineurs. » Les intégristes parviennent à leur fin. Khrouchtchev sort de ses gonds et injurie les peintres et les sculpteurs. L'exposition était une provocation. C'était comme un coup aux échecs qui vise plusieurs cibles à la fois. C'était un piège pour l'intelligentsia. Et donc un piège pour moi, car j'avais remporté plusieurs compétitions. Et on voulait aussi pousser Khrouchtchev à la répression. Il n'aimait pas, ne comprenait pas l'art d'avant-garde. Il aimait l'opéra, la musique classique, la musique populaire, l'art réaliste où l'on pouvait voir une forêt et on savait que c'était une forêt. Les idéologues lui ont dit qu'il était très sage de ne rien comprendre, parce que derrière cet art, c'est l'idéologie bourgeoise qui s'immisçait dans la pureté de notre société et que tout cela risquait de bien mal finir. Это артиллерия, потому что они, так сказать, расчищают путь для нашей пехоты. Образно говоря, прочищают мозги тому, кому следует. Поэтому бить точно, но бить по противнику, по своим не стрелять. Les censeurs limitent la liberté d'expression dans d'autres parties de l'Empire soviétique. En Tchécoslovaquie, où le pouvoir stalinien rigide bloque toute réforme, la lutte est identique. L'artiste libre-penseur tente de se soustraire aux censeurs du parti. C'est à cette époque que Václav Havel commence à écrire pour le théâtre. Critiquer l'idéologie communiste, c'était suicidaire. Il valait mieux trouver une autre façon d'écrire sur les droits de la personne, la liberté d'expression et les besoins fondamentaux, plutôt que de confronter directement l'idéologie. Vous savez, la censure elle-même, ce n'est pas le pire des maux. Le pire mal, et c'est le produit de la censure, c'est la censure personnelle, parce que ça fait courber l'échine, ça brise, ça détruit ma personnalité, parce que je dois penser à autre chose et dire autre chose. Je dois toujours me contrôler. Je cesse d'être honnête. Je deviens hypocrite. Et c'est ce qu'il voulait. Il voulait que tout le monde se sente coupable. Quels que soient les problèmes, on ne doit jamais en faire porter le blâme au régime communiste en tant que tel. Khrouchtchev n'a toujours pas résolu la question de l'approvisionnement alimentaire. Mais il est optimiste à propos de ses grands desseins. Il ordonne à tous de cultiver du maïs en affirmant, à tort, que les nouvelles variétés soviétiques peuvent résister au climat froid. Les filles et les garçons pauvres devaient réchauffer les champs, jour et nuit, afin que le maïs puisse pousser. Ils alimentaient des feux toute la nuit, surtout si une gelée était prévue. Parfois, ils s'endormaient trop près du feu et se brûlaient les mains et le visage. Le maïs, pour nous, n'était donc pas la reine des champs. Quand ils ne pouvaient pas sauver les récoltes malgré les feux, les garçons restaient imperturbables. Mais les filles fondaient en larmes parce que la récolte était perdue. En 1963, la récolte est perdue. Il y a des pénuries de pain et un nouveau rationnement. On doit importer du blé des pays occidentaux.
Au moins, avant, nous avions toujours du pain. Mais quand le pain a soudainement disparu à cause de Khrouchtchev, on maudissait son nom. Mais seulement à la maison. Dans les rues, il fallait se tenir tranquille. Mais à la maison, même si mon père était communiste, il avait l'habitude de jurer et de maudire Khrouchtchev, parce qu'il nous avait rendu la vie beaucoup plus difficile. Les Soviétiques, les dirigeants comme les citoyens, perdent patience avec Khrouchtchev. Ces grands projets s'avèrent tous désastreux. Khrouchtchev, le paysan turbulent, amuse l'Occident, mais il choque les Russes. Ils le trouvent bouffon, irresponsable. Et à Cuba, il a gaffé et presque déclenché une guerre nucléaire. Il a causé un malaise au sein de l'élite du parti. Ils étaient presque tous insatisfaits de lui, mais pour diverses raisons. Ça pouvait être personnel, ou à cause des incessantes réformes qu'il présentait et puis qu'il annulait, ou ces modifications infructueuses de politique. Les raisons personnelles ont aussi joué un rôle, bien sûr. Bien des gens craignaient qu'il mine la stabilité du régime. Le fruit était trop mûr. Nous devions prendre une décision rapide avant que le fruit ne tombe et infecte la société. Parce qu'alors, la société se mettrait à pourrir. Voilà pourquoi nous avons pris la décision de déposer Khrouchtchev. Cela s'est fait tranquillement, sans effusion de sang. Le Politburo choisit Léonid Brejnev pour diriger l'attaque contre Khrouchtchev. En octobre 1964, il est démis de ses fonctions. Je l'ai rencontré. Il m'a donné son porte-document et il ne l'a plus jamais touché. Il a dit « c'est la fin, je démissionne ». Lorsqu'ils sont tous allés déjeuner, je suis parti. Je ne voulais pas me joindre à eux. De toute façon, je ne crois pas qu'il l'avait invité à déjeuner. Il était extrêmement tendu. Il avait les larmes aux yeux. Il était très ébranlé. Il ne pouvait pas rester en place. Il allait à la datcha, revenait, s'asseyait. Il lui a fallu 1 mois et demi avant de retrouver son calme, graduellement. Peu de gens regrettent Khrouchtchev. Plusieurs veulent de nouveau une main à la barre. Tout le monde était satisfait par la prise de position plus sage, plus rationnelle des nouveaux dirigeants et de Brejnev en particulier. Ça a été notre première impression. C'était plus acceptable pour les gens parce que c'était plus stable. Avant, il y avait beaucoup d'incertitudes et nous ne savions pas ce qui pouvait se produire d'un jour à l'autre. La stabilité est rétablie en Union soviétique, mais le malaise s'amplifie dans l'Empire. En Tchécoslovaquie, le régime répressif d'Antonin Novotny bafoue encore les demandes d'une société plus ouverte. Ils ont tenté de repousser la progression de la liberté, mais ils ont échoué. Nous faisions 2 pas en avant et reculions d'1 pas, mais nous avancions toujours d'1 pas. En février 1968, les réformateurs tchécoslovaques prennent le pouvoir. Brejnev prend l'avion pour Prague afin de jauger le nouveau dirigeant, Alexander Dubček. Brejnev accepte le fait que certains changements sont inévitables. Alexander Dubček semble un communiste loyal qui ne modifiera que ce qui est nécessaire.
En mars 1968, Dubček et le nouveau président Ludvík Svoboda sont au pouvoir, mais leurs réformes choquent déjà le reste du monde communiste. Les réformateurs croient qu'ils peuvent moderniser le communisme. Le parti va continuer de diriger, mais par consentement et non par la force. Et il y aura la liberté d'expression orale et écrite, de voyager et de se syndiquer. Il y aura même une forme d'économie de marché. La vision de Dubček est baptisée le socialisme à visage humain. L'un des premiers changements est l'abandon de la censure. Voilà que les journaux disent enfin la vérité, révélant les crimes de la Tchécoslovaquie stalinienne. Les foules se rassemblent partout pour débattre vigoureusement. Après 2 décennies de terreur et de violence, les Tchèques et les Slovaques font entendre leur voix de nouveau. Les gens sont venus par milliers. Et s'ils n'entraient pas, ils écoutaient dehors pendant des heures. Les gens ont soudain réalisé qu'ils pouvaient vivre plus librement. Et ils sont devenus très fébriles à l'idée de découvrir les nouvelles frontières éclatées de leur vie. Les valeurs occidentales et les visiteurs affluent. Cette fête des travailleurs du 1er mai est vraiment joyeuse. La confiance monte entre les gens et leurs dirigeants. Mais le communisme peut-il être réformé? D'une part, ils voulaient préserver le communisme et le socialisme comme ils l'appelaient. Mais d'autre part, ils voulaient lui donner un visage humain. Ce qui veut dire qu'ils voulaient lever un peu le couvercle. Mais ils espéraient que le couvercle ne soit pas projeté par la pression à l'intérieur de la casserole et qu'ils pourraient encore maîtriser la situation. C'était amusant. Avant, dans les années 50, les gens jetaient un coup d'œil par-dessus leur épaule, comme ça, afin de voir s'ils étaient suivis. Et s'ils avaient obtenu un journal de quelqu'un qui revenait de l'Ouest, ils le cachaient au fond de leur poche. Dans les années 60, dans l'euphorie de la presse libre, tout le monde parlait librement. Mais en même temps, ils se méfiaient, car je crois qu'il s'agissait de spasmes de liberté, d'une liberté spasmodique, comme une liberté déclenchée par la fièvre. Ce n'était pas vraiment une liberté confortable. Ce ne l'était pas. En mai, le premier ministre soviétique Alexeï Kosygin, la mine sévère, rend visite aux Tchèques. Les Soviétiques craignent que les réformes de Dubček ne tournent au cauchemar. Moscou craint que le Parti communiste ne perde le pouvoir. Pire encore, Dubček pourrait changer de camp dans la guerre froide. Quelques communistes tchécoslovaques partisans de la ligne dure partagent les vues du Kremlin. Ils ne demandaient rien de spécial, juste de mettre un terme à la désintégration du parti, de cesser les activités anti-soviétiques et la propagande antisocialiste, de museler les réclamations croissantes pour que la Tchécoslovaquie se retire du pacte de Varsovie. Il disait ouvertement, « Nous ne pouvons l'accepter. Nous ne pouvons permettre que la frontière de l'Occident vienne longer la frontière soviétique. » Au début de l'été, les troupes du pacte de Varsovie effectuent des manœuvres en Tchécoslovaquie. Après les exercices, elles laissent leur réseau de signalisation sur place. L'avertissement n'est pas difficile à comprendre.
Les menaces de Moscou et du pacte de Varsovie ne réussissent pas à faire reculer Dubček. En juillet, Brejnev, Kosygin et tout le bureau politique arrivent avec de nouvelles exigences. La situation a été très tendue. Nous en sommes venus à un accord en vertu duquel les Tchécoslovaques allaient eux-mêmes appliquer un certain nombre de mesures cruciales pour restaurer l'ordre. Cela impliquait des changements de personnel, l'introduction d'un contrôle plus sévère sur les médias et une intervention plus stricte dans certaines couches de la société. Et l'imposition de la censure, car les publications et des articles carrément anti-soviétiques avaient commencé à apparaître. 2 jours plus tard, les dirigeants tchécoslovaques font quelques concessions, mais il est trop tard. Le bureau politique soviétique a déjà décidé de résoudre le problème par la force. Dans la nuit du 21 août, les parachutistes soviétiques s'emparent de l'aéroport de Prague. Les armées de l'Union soviétique et des pays du pacte de Varsovie franchissent les frontières tchécoslovaques. Au moment de l'invasion, les dirigeants tchécoslovaques sont réunis à Prague. Nous entendions les avions au-dessus de nous. Dubček attendait un message au téléphone, mais au lieu de cela, tout à coup, la porte s'est ouverte et des parachutistes sont entrés, armés de Kalachnikov. Ils se sont tenus derrière nous et le commandant a dit qu'ils nous prenaient sous leur protection au nom des forces du pacte de Varsovie. Qu'allait-il se passer ensuite? On le verrait bien. Nous étions prisonniers. Avant leur arrestation, les dirigeants du parti parviennent à dénoncer l'invasion. Dans la matinée, les tanks soviétiques occupent le centre de Prague. Bien des citoyens étaient désorientés, étonnés. Quand nous avons pris nos positions devant les bâtiments désignés, les gens sont venus vers nous en demandant « Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? » Ils sont venus comme des cambrioleurs en prétendant vouloir nous aider. Nous sommes donc allés leur parler. Nous avons grimpé sur les chars et leur avons dit de retourner chez eux, qu'ils s'étaient égarés ou qu'on les avait envoyés au mauvais endroit. Ils étaient vraiment surpris et ne comprenaient pas ce que nous essayions de leur dire. Soudain, on a entendu un coup de feu. J'ai vu un garçon à seulement 2 mètres de moi tomber par terre. Le véhicule blindé s'est mis à avancer. Les gens se sont rangés dans les rues latérales. Mais nous étions tellement nombreux. Nous ne pouvions pas tous nous tasser dans ces rues étroites. Je me trouvais à l'avant de la foule. Le véhicule blindé m'a frappé. Je n'ai rien pu faire. Il m'a touché le genou avec la roue avant.
Vous voyez, j'ai subi l'invasion d'Hitler en 1939. Et je dois dire que l'invasion soviétique en 1968 était même plus cruelle que celle d'Hitler, l'invasion hitlérienne. Parce que Hitler était notre ennemi déclaré. Nous nous attendions au pire de sa part. Mais ici, ceux qui, pendant des années et des décennies, nous avaient répété qu'ils étaient nos meilleurs amis, nos frères, les garants de notre indépendance, sont venus avec une armée d'1 demi-million d'hommes pour supprimer notre élan, pour avoir un peu plus de liberté. Ils sont venus pour l'écraser. Ils sont venus pour l'assassiner, pour tuer cette tentative de démocratisation du socialisme. Это было продиктовано прежде всего тем, чтобы... Cette mesure a été dictée d'abord par le besoin de préserver l'équilibre dans les relations entre l'Est et l'Ouest. Et bien sûr, nous étions intéressés à préserver le régime communiste. Les dirigeants sous arrêt de la Tchécoslovaquie se disent que la résistance est sans espoir. Dans un communiqué funeste, Alexander Dubček annonce la nouvelle. Prosím vás, nedopusťte provokácie. Nedovolte vniesť paniku do našich radov. Nezostáva nám v ťažkej situácii nič iné. L'aventure tchécoslovaque, la tentative la plus audacieuse d'allier le communisme avec la démocratie, a échoué.